Alors, rebonjour à tous. Donc, on refait un petit essai pour ce quatrième épisode de Chaud Bouillant avec Catherine Powells de Or Coffee. J'espère que ça va aller parce que on a des petits problèmes techniques pour la connexion. Salut Dayo. Donc voilà, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure. On va réessayer. Je vois que Catherine est là. Elle envoie une demande et là, j'accepte la demande. Et j'ai l'impression que ça galère un petit peu Oui, en termes de connexion. c'est vrai. Donc si on peut Le pas faire problème est first le chaud call. bouillant aujourd'hui, ben on va le reporter peut-être à demain ou après-demain, le temps de résoudre ce problème, parce que je vois que ça perdure toujours malheureusement. Et donc moi je ne sais pas régler ce problème à distance, ce qui est un petit peu compliqué. C'est fort dommage parce qu'on avait plein de choses à se raconter, Ouais. Euh, mais je vois que ah toi tu vois Catherine, d'ailleurs tu vois Catherine là avec moi, parce qu'en fait moi je Nee, la vois pas nee. et je pense qu'elle me voit pas. Kijk, die blijkt Donc, maar erbij gezegd très dat très hij er bizarre. zit. Dus, Alors, salut à tous. Bon, on a vraiment un problème technique sur Instagram, donc j'ai un peu peur pour le live de ce soir, puisqu'il y a des gens qui me disent qu'ils voient Catherine, et donc moi je ne la vois pas. Ah ben voilà, ok. Ben, incroyable. Donc nous on se voit pas. Euh, Bah ouais, le problème c'est que sinon on se voit pas, on sait pas interagir, donc je vais encore réessayer. Je vais, je sais pas très bien quoi faire pour résoudre ce problème, pour être honnête. Je vais lui refaire une demande. C'est vraiment dommage, j'ai jamais eu ça. Donc je renvoie une demande à Catherine. Voilà, je viens de renvoyer une demande. Là, vous me voyez toujours. Ah, voilà Catherine. Ah, voilà. Mon Dieu, incroyable. J'étais vraiment Enfin, désespéré à me dire on ne va pas y arriver. C'est super. enfin, on y est. Alors, j'augmente un petit peu le volume. Comment ça va? Ça va très bien. On continue en français ou en anglais? Si ça te va, je préfère en français. J'essaie de faire un max de talk en français parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais sur le sujet du café. Ok, Et c'est vrai qu'il y a un peu moins de choses en français, mais si parfois tu te sens plus à l'aise, on peut switcher en anglais, c'est vraiment oui, comme tu veux. oui, ça va. Mais voilà. On verra bien. Ça va. Yes. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les gens qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc je suis Catherine, Catherine Pauwels, et ça fait bientôt, non, ça fait 19 ans. En 2001, j'ai commencé avec Tom, mon mari, hors coffee, une torréfaction. Mais évidemment, à ce moment-là, c'était super petit, c'était le mot specialty coffee n'existait pas. Et donc voilà, tout ce qui est venu après, c'était une surprise jusqu'à aujourd'hui. Yes. Ouais. Et alors, tu as eu aussi un petit parcours dans l'import de café. Je ne sais pas si on le mentionne, mais c'est quand même aussi une expérience super intéressante. Finalement, par rapport à l'histoire de Or Coffee, qui est une des rares torréfactions à faire beaucoup de volume de café en commerce direct. Et pour une petite structure, c'est quand même pas commun, on va dire. Mais donc, suite à toute ton expérience en commerce direct, à un moment donné, tu as une petite société d'import. Mhm. Oui, exactement. En fait, en 2016, on a décidé que, comme chez Or, aujourd'hui encore, on fait 90% de nos cafés, on achète en direct, c'est-à-dire directement à la source, soit des coopératives, soit des producteurs, ça dépend un peu du pays et de la structure du pays. Et puis, à un moment donné, comme j'étais aussi oui, dans le judging des championnats de barista et tout ça, il y avait des gens qui me posaient des questions. Pourquoi pas acheter non seulement pour vous, mais aussi pour leur torréfaction. Et en fait, comme ça, on a démarré Coupelote en 2017. Et tout d'un coup, j'achetais du café non seulement pour Or, mais aussi pour 130, 130 autres torréfacteurs en Europe et en Russie. Ouais. Ouais, Mais cette année, nous avons vendu Capelote. ouais, Pas par, c'était pas le but en fait, mais bon, il y a eu ce petit virus là qui nous a surpris quand même. Et donc voilà, on a pris la décision parce que ça devenait très difficile. Ouais. ouais.
Et donc, ok, bah, super introduction. Et donc, voilà, moi j'ai travaillé pour Or pendant un petit temps aussi. Donc, c'est un petit live un peu spécial pour moi toujours. Et donc, je suis super content que tu participes à cette session, qui est le quatrième épisode de Chaud Bouillant. Et donc, sans plus attendre, ben, je vais te poser une première question. Euh, qu'est-ce que le specialty coffee pour toi? Peut-être le commodity coffee, le specialty. Comment est-ce que tu les définirais et comment est-ce que tu ferais une différence entre les deux? La grande question alors, tout de suite, Il pour y en a démarrer. d'autres. Oui. Et, honnêtement, et peut-être tu te souviens encore, je pense que ça fait 3 ou 4 ans déjà que Tom, mon mari, il a commencé à poser la question en interne chez nous euh, pour trouver un autre mot à la place de specialty coffee. Tu te souviens peut-être? Oui, tout à fait. Parce que, honnêtement, moi, aujourd'hui, je n'aime pas trop d'utiliser encore le mot specialty coffee. Parce que c'est quoi, en fait? C'est très difficile à expliquer. Et comme toujours, des mots comme specialty coffee, quand on a commencé, en fait, pour nous, c'était très facile, en fait, de pouvoir expliquer qu'on faisait autre chose que le café classique, disons. Ouais, Mais comme souvent, dès que ça sort de la niche et que ça devient une tendance à plus large échelle, souvent, les mots comme ça, ils sont volés par des grands acteurs. ouais, Et tout à fait. voilà. Et donc, ça se passe depuis quelques années. Et donc, nous, on trouvait que la façon comme nous, on regarde le café de spécialité, euh, ça, ça ne couvre pas avec le mot specialty coffee. Parce qu'en fait, le mot specialty coffee, si on regarde en théorie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le café, il a une qualité de 80 points ou plus que 80 points. Mais pour nous, ça correspond pas parce que ça doit aller beaucoup plus loin que seulement la qualité du café. Ça ne veut pas dire quand tu as un café de 85 points, par exemple, que le café a été, allez, que la façon comment le café est venu ou arrivé chez nous en Belgique est correcte et Ouais, éthique et que tu as un lien direct et que tu sais exactement d'où il vient, qu'il y a la transparence, ça n'a rien à voir avec le mot specialty coffee. Et donc là, pour nous, ça coince un peu. ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est, comme tu dis, de plus en plus utilisé dans l'industrie. Je vais pas dire de commodité, mais dans le marketing, en tout cas du café. Et c'est vrai que j'entends beaucoup autour de moi et aux États-Unis, j'ai beaucoup expérimenté ça aussi, hein, où on parle de specialty dans tous les sens et où finalement, ceux qui font vraiment du specialty, c'est pas toujours juste par rapport à ça parce que ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement. Mais donc c'est une vraie question, est-ce que ce terme va rester ou pas? Euh, mais alors, à l'opposé, comment est-ce qu'on pourrait peut-être définir le commodity coffee alors? Euh, oui, mais pour moi, aussi dans le commodity, parce que peut-être c'est une question aussi que tu vas poser, dans le commodity, tu pourrais trouver aussi un café qui est correct en termes de qualité. Ça ne veut pas dire que commodity, de toute façon, c'est des cafés non buvables et de qualité très basse. Il y a des cafés, si demain tu vas chez un trader à Anvers, un super grand, et tu fais un cupping là, ben, peut-être tu peux être surpris de temps en temps qu'il y a quand même des cafés que tu dis, ah tiens, c'est pas mal. Et bon, tu n'auras jamais un café de 87 points, mais à l'entrée de café de spécialité, ça peut arriver, hein. Ouais, Mais évidemment, là, il s'agit du prix, hein, dans les cafés de commodité. Donc là, bon, c'est suivant la bourse et c'est bon, c'est le prix qui compte, hein. Donc ouais. l'histoire ou d'où il vient ou même le coût de production du producteur, ça n'a rien à voir, hein. Donc c'est Ouais. pas, on tient pas compte de ça. Et quand tu dis qu'on peut parfois trouver un café de qualité ou décent, on va dire, buvable peut-être, sur une table de cupping, on va dire, de commodité, comment ça se fait que des cafés comme ça peuvent arriver? Parce que c'est vrai que moi, n'ayant jamais importé du café,
j'ai toujours un peu l'impression que c'est the good guys versus the bad guys, et je me rends compte qu'il y a quelque chose au milieu qui est complètement flou pour moi, que je ne comprends pas en fait. Et donc, c'est vrai que je me dis, bon, ben, soit on est toujours sur du specialty coffee et on est avec des torréfacteurs qui travaillent avec des importateurs qui ne font que du specialty, ou alors on est dans du commodity coffee où c'est horrible et on achète au prix de la bourse et tout le monde est malheureux. Et puis, je trouve quand même autour de moi des cafés qui ne sont pas du specialty, mais qui sont marketés de manière de qualité, de choses comme ça, qui coûtent plus cher que les cafés vraiment les moins chers en supermarché. Et donc, je me demande parfois, toi, de ton expérience, est-ce que ce sont des cafés de meilleure qualité ou c'est uniquement du marketing? Et est-ce qu'un producteur touche de l'argent sur ces meilleurs cafés, ou où est la valeur ajoutée? Enfin, est-ce que tu as quelque chose un peu sur Mhm. ce gap en fait qui est vraiment inconnu pour le grand public et même pour moi? Voilà, Oui, quelles sont les options là? oui. Ok, longue question. Ouais, Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que c'est plus noir et blanc. Donc, ça a changé beaucoup, hein, donc le trade aussi. Et là où autrefois peut-être les importateurs, c'était d'office des grands qui étaient focusés sur plutôt le café commercial. Aujourd'hui, ça a changé quand même. Donc, la ouais, plupart des importateurs, ils font les deux, ou bien ils font leur volume en commodity, mais quand même aussi, ils essayent de toucher les cafés de spécialité. Et de plus en plus, d'ailleurs, comme nous, on a fait avec Copelot, on était un importateur qui faisait uniquement des cafés de spécialité parce qu'on était focusé sur 86 points et plus, hein. Et la façon comment on travaillait, c'était exactement la façon comment on travaillait avec Or, ou comme aujourd'hui, on travaille toujours avec Or. Donc, je travaillais avec les mêmes producteurs, la même façon d'acheter au niveau de pricing aussi. Donc, c'est devenu peut-être un peu plus flou. Là où ailleurs, tu avais vraiment les deux mondes très séparés. Aujourd'hui, il y a quand même un peu, allez, un mix, disons. Ouais. ouais. Et est-ce que ça veut dire que dans le café de commodité, du coup, on peut avoir des qualités différentes qui sont... Et si oui, est-ce que c'est dû au hasard de ce qui arrive ou est-ce que c'est vraiment voulu? Ben, je dirais c'est basé sur le prix, ça démarre du prix, mais ça dépend aussi du moment. Donc parfois il y a des cafés, donc si tu es un producteur quelque part et tu n'as pas le lien direct avec des torréfacteurs. D'ailleurs, souvent aussi, et ça on a vécu nous-mêmes, allez, nous-mêmes en Ouganda, souvent, les producteurs, ils sont pas conscients de leur qualité. Donc, ça arrive encore beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle que je pense qu'il était important qu'il y a de plus en plus de connexions entre les producteurs et les acheteurs ici, les torréfacteurs, hein. Donc, Ouais, on a vécu des cas en Ouganda et aussi au Congo où les producteurs, d'abord, ils boivent souvent pas le café. Donc, ils connaissent pas leurs produits. Souvent, c'est un produit qui, bon, c'est des arbres qu'ils ont parmi sur leur plantation, mais comme il y a des bananiers et d'autres crops aussi, ils vont cueillir à un moment donné, c'est la cueillette pour le café et c'est un extra dans l'année qui fait qu'ils peuvent vivre. Mais ouais, souvent, ils ne boivent pas le café, c'est trop compliqué aussi pour eux. Donc, ils ne sont pas du tout conscients de leur qualité. Et là déjà, si tu es dans cette situation-là, ben, tu es déjà très sensible à... Allez, tu es, comment dire ça en français euh, ou en anglais. Yeah. It's difficult to switch. Euh, non, ça fait quand tu ne connais pas ton produit toi-même et tu sais pas où tu es au niveau de prix, au niveau de Ouais. qualité, c'est difficile de défendre ton Négocier, prix, ah ouais, de ouais, et de négocier et négocier, défendre ton ouais, prix. Voilà, exactement. Et donc voilà, souvent, des cafés pareils, ils sont achetés par des gens locaux, des acheteurs locaux en fait.
des exportateurs, mais qui l'achètent à les prix qui sont les prix du moment qui sont valables en local, hein. Ouais. Et parfois, ça arrive que dans ce cas-là, c'est un café qui est bien, qui est d'une bonne qualité, mais qui est à un niveau de prix plutôt commercial, disons. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et ça veut dire qu'un café, imaginons un exportateur achète un café comme ça, il va les cuper ou en général il va les mélanger et vendre vraiment du volume et tout ça peut se perdre. Ben, ça dépend, ça dépend. Il y a des exportateurs, des grands, ça dépend un peu du pays, où ils vont faire un mélange de toute la région. Ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, bon, il y a des cafés de qualité médium, parfois des super bons qualités café, mais peut-être aussi des petits volumes et ils vont pas faire le travail de séparer tous les lots. Donc, ils vont simplement le mélanger. Et donc là, le prix, ça sera un prix commercial de lot de la région. Ouais, Parfois, il y a aussi, malheureusement, des exportateurs qui savent très bien la qualité de ce café, qui l'achètent à un prix que le producteur il n'est pas conscient de si c'est un prix correct oui ou non, et que le café soit vendu comme café de spécialité. ah ouais, ouais. Et là, Oui, j'ai vu. ouais, Mm. ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a euh, comment est-ce qu'on peut quel travail se fait alors dans les pays producteurs et là on parle en particulier de l'Afrique, mais sur le fait d'aider les producteurs à prendre conscience de la qualité éventuelle de leur café ou d'améliorer la qualité de leur café? Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Est-ce que c'est au travers de collaborations? Parce que c'est pas évident d'être connecté déjà et d'avoir des moyens de s'informer. Donc, quelles sont les chances ou les choses mises en place pour ce Mm, genre ouais, d'initiative? ouais. Mais je pense que il n'y a pas vraiment des choses à une grande échelle, hein. Donc souvent, ça dépend des relations qu'un torréfacteur ou un acheteur d'ici, une relation qu'il va construire avec les producteurs là-bas. Et on a fait plusieurs cas comme ça au Congo, en Ouganda. Au Rwanda, je ne sais pas si tu te souviens encore, mais on a fait venir deux personnes du Rwanda, et ça fait 3 ou 4 ans, je pense, pour venir chez nous ici en Belgique 2 semaines, justement pour avoir une formation simple de cupping, mais aussi de barista, et aussi de montrer ce que notre vie dans le café, ça signifie, parce que c'est pas toujours évident. Si moi je te dis, bon, j'ai un coffee shop à Bruxelles, bon, pour toi, c'est clair, tu peux t'imaginer ce que c'est exactement. Mais c'est pas toujours évident pour un producteur qui vit dans sa plantation, pas vraiment tout près d'une grande ville, de s'imaginer ce que ça veut dire un coffee shop et Ouais, donc tout ce qui est autour. Donc voilà, là on a fait venir deux personnes pour les former et pour faire en sorte que eux ils sont capables de déguster leur café eux-mêmes et de faire les différences, de trier en fait les cafés. ouais, Mais voilà, c'est un cas. C'est parce que nous, on avait une relation avec ce producteur spécifique, mais c'est pas à une grande échelle, hein. ouais, ça. Et Euh, c'est pas la ouais. majorité probablement. Non, non. Il y a les cours Q-Grader qui, en fait, et ça c'est une bonne chose, en fait, les cours de Q-Grader ici, si tu les suis ici comme torréfacteur, ils sont assez chers. Mais si à l'origine, donc ils essayent de les organiser dans chaque pays régulièrement. Et là, le prix en fait pour participer est très intéressant. Et ça, c'est une bonne Ouais, chose parce que là, ils essayent en fait de former par région des gens qui sont, allez, qu'on parle la même langue aussi, hein, ouais, au c'est niveau de ça. café. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Euh, Et donc, de ton expérience, qu'est-ce que ça demande pour un producteur qui fait finalement du commodité et qui aurait accès à une formation comme ça et qui se dit demain, moi je veux faire du spécialité, est-ce que c'est facile pour un producteur? Peut-être que tu as des expériences aussi très différentes en Afrique de l'Amérique latine, mais parce que Dayo, la semaine passée, qui a vécu au Brésil dans une plantation,
il me disait que ça prenait pas mal de temps parce qu'en fait, Mhm. on peut pas changer toute la production et que déjà une production qui passe au-dessus de 30% et qui atteint 50% la base, qui est énorme en termes de café de spécialité sur une plantation, c'est pas un phénomène courant. Et donc, quelles sont tes expériences par rapport à ça? Oui, c'est pas évident du tout, hein. Aussi, souvent, ce qu'on voit souvent, c'est des producteurs qui ont travaillé pendant des années d'une certaine façon, comme ils ont appris de leurs parents. Euh, Parfois, ils ont des grandes plantations et donc c'est pas évident de décider, OK, demain, je vais commencer à faire du café de spécialité parce que ça prend beaucoup. D'abord, il faut avoir les bons circonstances, donc au niveau d'altitude et tout ça, hein. Donc déjà là, parfois, c'est pas On n'est évident. pas au bon endroit, Parfois, ouais. si Pas de tu, chance. Ok. voilà, hein. Et puis, Ouais. bon, souvent, nous, on parle de cueillir uniquement les cerises mûres. Bon, ça c'est clair, c'est important, mais c'est pas la seule chose qu'il faut. Ok. Donc, et aussi, comment dire, c'est un choix qu'un producteur doit faire à un moment donné, mais quand tu commences à travailler pour faire du café de spécialité, il faut aussi d'un autre côté être connecté avec un acheteur potentiel, hein. Donc, c'est, c'est des deux côtés en fait qui doivent aller hand in hand. Et donc, c'est pas évident là non plus d'être conscient, d'être connecté avec des acheteurs. Et c'est pour cette raison-là que souvent, ces gens-là qui sont pas conscients de qui peut être mon acheteur, euh, souvent, eux, ils vont travailler à travers des exportateurs locaux, hein, Ok. qui font ce travail pour eux et ou bien peut-être ils sont trop petits, hein. Si tu as un petit producteur, bon, c'est pas faisable de travailler en direct parce que si tu fais 10 sacs de café, bon, c'est pas faisable de travailler en direct où le café va être super cher si tu Hmm. dois l'envoyer en avion. Donc, dans ce cas-là, souvent, ils vont travailler en local avec un exportateur. Ouais. Et donc, on peut avoir des bons et des mauvais exportateurs, des gens qui vont payer le prix juste ou des gens qui vont comprendre qu'il y a une reconversion. Parce que j'imagine que les exportateurs peuvent avoir des profils très différents en termes s'ils font du spécialité, du commodité, un peu de tout. C'est parfois une question de chance aussi, peut-être. Oui, oui, je dirais, ça dépend un peu du pays nouveau, donc du développement du pays en termes de connaissance de café de spécialité. Et ça a changé quand même fort en 3, 4, 5 années. On voit c'est aussi grâce à l'Internet, hein, donc parce que aussi des producteurs, on voit beaucoup de cas où les enfants des producteurs, donc, ils ont fait des études. Souvent, d'abord, ils ont décidé, OK, je vais jamais travailler dans le café parce que j'ai vu mes parents comment ils doivent travailler et presque rien gagner. Souvent, ils vont faire des études en ville. Mais puis, il y a maintenant une vague des gens, des jeunes, qui retournent à la maison Ouais. pour travailler de nouveau dans le café, mais d'une façon différente, parce qu'ils ont vu que cette vague de café de spécialité et qu'il y a des possibilités, mais que ça demande une autre approche. Et ça, c'est quand même, là, je suis optimiste quand même pour le futur. Ouais, ouais, ouais. Ok. Une autre question aussi, bon, c'est peut-être moins ton domaine d'expertise, mais quand on vend dans un marché de commodités, comment est-ce qu'on survit avec ça? Parce que tu disais, il y a des producteurs qui ont du café, comme des bananiers, d'autres choses, et donc finalement, c'est un complément, mais il y a aussi des pays où il y a des producteurs qui ne font que du café, et donc c'est une sorte de question avec une autre question, mais j'ai pris conscience que la valeur des monnaies locales et l'achat du café se faisait en dollars, si j'ai compris. Est-ce que ça a un impact sur quand la monnaie est dévaluée comme le réal au Brésil, si je comprends, on peut peut-être vivre plus facilement que quand on est dans un pays producteur qui a une monnaie forte par rapport au dollar. Est-ce que ça, c'est un des facteurs qui entre en jeu? Et aussi le fait de se dire, est-ce qu'on ne peut survivre dans le commodité qu'en faisant vraiment du volume finalement, ou est-ce que
cette idée de la monnaie, d'évaluer, fait qu'on peut finalement subsister parce que l'achat se fait en dollars. Ouais. Est-ce que Honnêtement, je raconte là, n'importe quoi ou? ouais. Non, 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 mais honnêtement, là, je suis pas du tout au courant parce que déjà, le café de commodité, c'est pas mon domaine, Ouais, jamais ouais. été, et donc, c'est pas vraiment ma spécialité, disons. Mais bon, je pense qu'il y a deux façons, il y a deux raisons pour lesquelles tu es dans le commodité. Soit tu es super grand, et là, on voit toujours, il y a des grands producteurs qui ont des hectares et qui font toujours leur business dans le café de commodité. Soit il y a une autre chose aussi, et ça souvent c'est un bottleneck, hein. C'est par exemple si toi tu décides d'aller acheter en direct, tu as rencontré un producteur en pays X et vous décidez de travailler en direct. Le moment que toi tu vas décider de travailler en direct, lui il est en train de faire la récolte, de faire la cueillette. Mhm. Puis le café doit être traité, il doit être processed, hein. Mais avant que le café il est dans le port, et donc parce que quand tu vas acheter, tu achètes FOB, hein. Et donc en fait le prix il sera payé au moment que le café il est dans le port. Mais ça veut dire qu'il y a un financement de facilement 3 mois que le producteur il doit être capable de le faire. Parce Ouais, qu'avant que ça. lui, il aura son argent, c'est bon, ça fait 2, 3, 4 mois. Et pour ici, bon, ça semble très, très facile, mais là, c'est pas toujours évident. Donc, souvent, Ouais, non, pardon? non, pardon. Donc souvent, un producteur peut être obligé, parce qu'il n'a pas les moyens de dépasser cette période, de vendre en local. Parce que là, l'avantage, quand il va vendre en local, c'est qu'il soit payé tout de suite. Et donc, Cash, ok, ouais. voilà, cash. Et donc, il aura un accord. Et le gars en local, évidemment, ça ne sera pas le prix que nous, on paye. Mais souvent, il va faire le choix de jouer sur la certitude et de vendre au prix cash. Et voilà. Ouais. Ouais. Euh, Quel est toi ton... Attends, j'ai deux questions qui me viennent en tête mais qui sont complètement différentes. Mais quelle est toi ton expérience peut-être par rapport à d'autres professionnels du métier sur la structure que représente le fait que représente un importateur? Parce que quand je me rappelle quand t'avais Copelot, c'était des choses qui revenaient souvent de dire ben nous en fait on investit beaucoup d'argent parce qu'on doit acheter à l'avance des lots, ce qui était peut-être différent à gérer quand on achète du café en direct pour une torréfaction que pour 130 torréfactions. Ouais. Euh, mais ça veut dire qu'il y a une prise de risque aussi. Et donc, ma question, c'est de savoir quel est le degré d'investissement et de responsabilité de l'importateur si il investit à l'avance dans du café et que le café n'arrive pas toujours à la bonne qualité. Qu'est-ce qu'on fait Ouais. avec des cafés comme Ouais. ça? Mais c'est un risque énorme. Et donc, je pense que chaque importateur, il a vécu des choses désagréables. Ouais. Euh, Pas toujours parce que tu rencontres des gens de mauvaise volonté, mais bon, le café, c'est un produit naturel. Et donc, parfois, ça arrive que le café, il arrive ici dans le port d'Anvers et que ça correspond pas à ce qu'on attendait. Mais c'est clair que ça, bon, c'est un risque énorme parce que quand tu achètes, c'est par conteneur. Et bon, facilement, tu es à 100 000 $ pour le conteneur. Et si tu es dans le café de spécialité, les prix d'achat, bon, ils sont, euh, si on parle des cafés disons que pour l'instant, l'Éthiopie, par exemple, tu es à 6, 7, 8 dollars le kilo. Donc, si tu sais qu'il y a 19 200 kilos dans le conteneur, ça vaut beaucoup. Et donc, le problème, c'est toujours quand le café il arrive ici et ça correspond pas ou c'est pas exactement ce que tu attendais, mais tu peux pas le renvoyer.
Donc, Mhm. à ce moment-là, le café, il doit être vendu ailleurs, dans un marché différent, mais évidemment avec une perte de prix. Ouais. Ouais. Et donc ça, Et c'est quelque donc, chose. Ouais, pardon. oui, Ouais. donc je pense que pour un torréfacteur, et donc je peux dire ça parce que maintenant je suis de nouveau dans le rôle de torréfacteur, hein, mais quand même, je dirais que un importateur a un rôle super important, surtout quand Mm. tu es petit comme torréfacteur, quand tu veux éviter des risques comme ça. Quand tu travailles avec un importateur, et c'est toujours le cas, il faut chercher quelqu'un avec qui tu as une relation, une bonne relation, une relation de confiance. Mais je pense que quand tu trouves un importateur avec qui tu as cette relation, ça vaut le coup de travailler avec eux. Oui, Ouais, ouais. ouais. Ok. Et donc, est-ce que tous les importateurs ont cette responsabilité ou est-ce que certains sont plus volatiles ou je sais pas, est-ce qu'un importateur prend toujours ce risque de dire bon, ben, si le café arrive et qu'il n'est pas à la hauteur, on est obligé de le vendre et puis on continue ou est-ce qu'il y a des importateurs qui n'ont pas cette responsabilité ou tous Mais les. tu n'as pas le choix parce que tu Ouais. as, comme importateur, tu as acheté ton café, tu l'as payé, hein, donc, et ce n'est qu'après qu'il arrive. Donc, bon, après, il y a toujours les négociations, hein, donc, si l'année prochaine tu veux acheter de nouveau de ce même producteur ou ce producteur veut continuer à vendre à toi, ben, évidemment, il va essayer de négocier pour éventuellement pour récupérer quelque chose sur l'achat de l'année prochaine. Mais le Mm. café, il est ici, donc Ouais. il doit être vendu quelque part, hein. Et chaque café, il finit vendu quelque part. Donc, Ouais, il ouais. y a un marché pour tous les cafés. Mais ça veut dire que c'est un risque qui est plus fort chez les importateurs de spécialité que les importateurs de commodité où finalement tout se vend sur une sorte de Absolument. standard qui n'est Oui, pas lié à la qualité, oui. quoi. Donc il y a Absolument. plus. Ouais. Et aussi parce que le café de spécialité, tu es quand même lié à un shelf life, comment dire ça en Oui, le français? durée de vie sur la Voilà, date limite de consommation. voilà, Ouais. donc il faut quand même, si tu es dans le café de spécialité, que ton café soit vendu dans les 6 mois après qu'il arrive ici, parce que le torréfacteur aussi, il a encore besoin d'un peu de temps pour pouvoir le revendre. Donc, tu- oui, tu es limité en termes de temps aussi, tandis que dans Ouais. le café commercial, commodity, ça va jouer beaucoup moins, hein, parce que la différence dans le goût, bon, ça va pas être la même chose qu'avec du café de spécialité. D'ailleurs Ouais. aussi, comme acheteur, comme torréfacteur, quand tu payes, les prix sont très différents, tu es exigeant, ce qui est normal. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, ouais. Ok. Donc oui, le risque c'est énorme, ouais, ouais. Mm. J'ai une question très détail, technique, toujours sur un peu cette tranche de café nébuleuse pour moi, mais qu'est-ce qui se passe dans les dry mills, dans les pays producteurs? Est-ce que on stocke le café en parche, puis on va le déparcher au moment où il est acheté pour l'exporter? Mais est-ce que à cet endroit-là, on peut créer de la valeur ajoutée sur un lot qui arrive en faisant, tu vois, par exemple, on parle de size screening, mais est-ce que la taille du grain a réellement un rapport avec la qualité, ou est-ce que c'est une manière marketée de dire si le grain est plus gros, plus petit, on le vend plus cher? Tu vois, est-ce qu'au dry mill, on fait ce genre de choses, des sortes de choses qui amènent de la qualité en plus, qui n'est peut-être pas de la qualité, mais qui permettent d'avoir des marges plus élevées pour des exportateurs? Oui, absolument. Le dry mill, c'est très important, non seulement pour la taille du grain, et pour moi, la taille du grain, le plus important, c'est quand tu vas le torréfier et tu as des tailles très différentes, ça va se torréfier différemment aussi, hein. Donc, un grain grand comparé avec un petit grain, quand tu le torréfies Ouais, ensemble, ça va pas marcher. Bon, ça va pas donner un bon résultat. ok, Mais aussi, ce qui est très important au niveau des dry mills, c'est par exemple bon, optical dryers, hein. Donc maintenant, de plus en plus, on voit des optical sorters, hein, donc qui vont, et là, tu peux décider, toi comme acheteur, euh, allez, how strict you want to be.
Ouais, ouais, Tu vois ok. ce que je veux Jusqu'où tu dire? veux aller dans les Oui, contraintes voilà. de qualité, alors. Ouais. Voilà. Et évidemment, ça va dépendre du prix que tu es prêt à payer aussi, hein. Donc, Mais quoi, mais les optical, ce que tu disais, les optical, sorte. Donc, ça veut si, dire, ce sont des machines ou des gens? oui, non, c'est ça. Mais non, mais c'est une bonne question parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu une station de lavage, qui ne savent pas. Mais donc, disons que par exemple, quand on compare le Congo, par exemple, c'est une bon exemple. Là, évidemment, c'est des gens, hein. Donc, les gens, ils vont, vous voyez les tables superposées sur lesquelles ils vont mettre les grains. Donc là, il y a une sélection et les gens, Ouais. ils vont sélectionner en regardant, hein, donc les différences de couleurs et broken beans ou voilà. Mais de plus en plus, il y a une étape euh, euh, plus loin. Par exemple, en Éthiopie, hein, tu verras que le café, il passe par un dry mill. Et donc là, il y a une machine dans laquelle les grains, ils vont passer. Et donc, il y a en fait, il y a un petit ordi qui va dire, OK, si le couleur ou la structure, elle est trop différente, ils vont jeter le café. Donc, ça va passer par le Enfin, côté trier, parce qu'il va être trié, en vendu, fait. mais Oui, 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 voilà. Oui, on voilà. va pas le boire. Mais Enfin, il nous, sera nous. vendu par quelqu'un, mais Ouais, ouais, ouais. voilà, ça sera une autre qualité. Et donc, et évidemment, ça, c'est une façon de travailler super adéquate. Mais il faut, oui, ça dépend de nouveau de quel pays et ça coûte cher. Donc, Hmm. ouais, Mais donc, ça veut dire que dans le dry mill, avec ces équipements, on peut encore créer de la qualité, qu'on fasse du commodité ou du spécialité finalement. oui, On peut créer des lots différents, pas tant par rapport à la plantation, mais plutôt par rapport au grain et à la couleur et aux défauts visuels et ce genre de choses. oui, absolument. Il y a en fait dans chaque étape il y a la possibilité de trier plus et de créer une valeur ajoutée au café, ouais, dans chaque étape. Ok. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que si moi demain j'ai une torréfaction et je me dis ah je vais acheter un peu de spécialité mais aussi un peu de commodité, est-ce que dans un catalogue alors je vois ces choses-là? Comment est-ce que je sais bon je sais que le commodité n'est évidemment pas ta spécialité, mais si on parle de ça parce que je sais toujours d'explorer cette zone un peu nébuleuse, mais si on arrive à recréer des qualités, on peut très bien du coup faire que des cafés de commodité vont coûter plus cher parce qu'ils auront été triés et qu'il y aura une meilleure qualité. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe dans le spécialité? Je sais qu'il y a une cote de 80%, mais qui décide de ça finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'objectif ou c'est un rapport de confiance ou comment est-ce que ça se passe? En général, oui, normalement, il y aura quelque part un labo de cupping, hein, donc il y aura une ou plusieurs cupping et des gens qualifiés, des Q-graders qui vont qualifier le café. Et donc là, il y aura un score qui va avec le café. Et donc, en principe, chaque personne qui est euh, allez, comment dire, allez, dans la structure, en fait, à un moment donné, il faudra qu'il est capable de contrôler la qualité et oui. Euh, donc, oui, normalement, c'est fait par des gens qui font le cupping. Ouais, Ok, qui sont ouais, professionnels. ouais. Et une question un peu rien à voir du coup, mais c'est quoi pour toi un café d'exception, par exemple? Qu'est-ce que tu achèterais ou vendrais comme en disant que c'est un café d'exception? Mhm. Tu veux dire alors, par exemple, un café qui a un score. C'est vraiment une question complètement open. Ouais, Comment est-ce que toi tu définirais un café d'exception ouais, pour ouais. toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais je pense que aujourd'hui et les dernières années, au début, on avait des cafés lavés et des cafés nature, hein. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand même que presque dans chaque pays, tu vois qu'il y a on essaye de faire des choses, il y a des expériments.
beaucoup, beaucoup, qui pas toujours donnent les résultats qu'on veut, hein. Donc, c'est pas, on a eu des expériments l'année passée en Éthiopie qui étaient super intéressants. On était chaud bouillant, Mais, nous. ouais. Oui, donc on était là et puis on est revenu. On était vraiment, on était convaincus que le café serait super. Honnêtement, le café, quand on le buvait, ça goûtait le fromage parmesan. Ok. Donc, c'était pas le but. Mais tout est possible en même temps. Oui, oui. Mais donc, je veux dire, bon, j'aime bien le parmesan, mais peut-être pas dans le café, hein. Donc, ça veut dire, mais ouais, ça arrive aussi parce que quand tu fais des expériments et tout ça, on essaye, mais ça donne pas. Ça reste quand même un produit très difficile. C'est un produit naturel et aussi, je pense que notre secteur de café, tout ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui est encore très petit, très peu ce qu'on sait, mais c'est la connaissance très récente, hein. Donc, Hmm. si on regarde le café de spécialité et tout le genre de discours qu'on a maintenant, bon, regardons, il y a 10 ans, ça n'existait pas, hein. Donc, Ouais, le tout à café de fait. spécialité et la connaissance est très récente. Donc, ça veut dire que parfois, bon, c'est pas l'objectif qu'on avait. Mais un café d'exception, pour moi, oui, c'est quand même, par exemple, je me souviens, il y a, je pense, entre-temps, il y a 5 ans, avec les premiers cafés anaérobiques, c'était en Costa Rica. Pour moi, ça, c'était vraiment la première fois que je goûtais ce café, c'était tout à fait différent. Et je Hmm. pense ce qui, pour moi, est intéressant dans ce café, on vient en fait de finir la récolte de cette année chez nous. Et ce que j'aime bien, c'est quand tu adresses des gens qui sont pas dans le café de spécialité, avec ce genre de café, même quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, c'est un café très accessible parce qu'on Ouais, sait ouais, tous quand tu as un café super avec une belle acidité ou un Éthiopie natural, hein, quand tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais bu un café de spécialité, on sait tous que la réaction peut être très différente, hein. Et ça, avec les anaérobiques, c'est pas le cas. Et donc ça, j'aime bien Hmm. que c'est un café, tu peux oui, allez, donner Je une l'ai ici surprise. d'ailleurs. Ah, tu l'as encore chez toi. Ouais. Ouais, voilà, tu My peux. precious. Ouais, ouais. Ouais. C'est une belle surprise pour beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment Eu accès regardé. à Ouais, ça. Ouais. ouais, ouais. Donc pourtant, un café d'exception, c'est vraiment un café qui va travailler sur l'excellence de la fermentation, qui sont un peu les nouvelles manières de développer le goût du café. Enfin, les nouvelles, qui sont des manières, en tout cas, qui sont beaucoup plus innovantes en ce moment sur le test du goût du café, quoi. Ouais, ça peut être très intéressant. Ouais, ouais. Ça, j'aime bien. Alors, il y a une question de Rabi qui demandait, par rapport à ce que tu disais avant, à quelle étape la définition de la cotation par un labo de Q-Grader se passe. J'imagine que c'est dans le pays d'origine, mais est-ce que c'est systématique? En fait, c'est une très bonne question parce que c'est une des choses souvent, donc d'ailleurs, dans ma vie chez Couplot, nous, on n'aimait pas trop de parler des scores. Parce que si moi je te parle, OK, j'ai un café Thomas, un café de l'Éthiopie, et il a un score de 88 points. Le moment que le score est donné, c'est en fait juste après la récolte, hein. Donc, par exemple, pour rester avec l'Éthiopie, on y va début janvier toujours. À ce moment-là, tous les cafés ils sont frais et ils ont leur potentiel d'un café avec tous les fraîcheurs et tout ça. En ce moment-là, tu vas donner la cotation. Mais on sait tous que avant que le café il va arriver ici chez nous en Belgique, il y a encore 3 mois de passage. Ouais. Et aussi, De quand il stock, de arrive, transport, de voilà, contrôle, de température, humidité, ouais, enfin, ouais. les premiers Éthiopies, ils arrivent toujours deuxième partie d'avril, hein, au début même. Cette année, c'était plus tard. Donc, ça fait déjà 4 mois de différence. Et aussi, maintenant, on est quoi? On est mi-novembre.
il y a de l'Éthiopie qui est vendue, qui est torréfiée, qui est bu. Mais le Mm. score, maintenant, l'Éthiopie, c'est en fait, c'est pas un bon exemple parce que c'est un pays d'exception. Là, l'Éthiopie, c'est quand même très différent. Mais Le disons grain que vert peut rester longtemps. euh, Ouais. oui, le Guatemala ou Honduras ou des pays comme ça, après 6 mois, le score va plus être le même de 88 points. Donc, oui, donc ça change, évidemment. Mm. Et un café qui a eu 88 points au début, il n'aura plus après 6 mois. Oui. Alors, peut-être pour terminer sur ces questions un peu aux origines, en fait, j'avais trouvé sur le site internet à l'époque de Carolotte, j'avais imprimé votre descriptif du parcours du café, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Et alors, j'avais vu en fait que tu mentionnais effectivement les prix FOB. Donc FOB, ça veut dire que le café, il est prêt, tout a été payé dans le pays d'origine, il est prêt à monter dans le bateau pour Oui, être importé. Ça veut oui. dire qu'après le FOB, on paye les frais d'importation et puis tous les frais sur le place dans le pays où on va torréfier le Et le café. transport en bateau. Oui, Et le transport en bateau. oui, Et donc ici, il y avait des exemples en fait où tu parlais de minimum FOB, maximum FOB pour l'Éthiopie, Kenya, différents prix. On oscille entre 3 dollars et 6 dollars le pound, donc ça veut dire oui, à peu près le demi-kilo. oui. Là où le stock market, c'est 92 centimes de dollars le pound. Mhm. Mais ce prix du stock market, c'est FOB ou c'est avec le transport compris quand on Non, achète c'est au port FOB. d'Anvers? Ça, FOB. c'est FOB. Oui, oui, Ok, donc ça veut dire que sur ce prix FOB, ok, parce que ça, c'est une question que j'ai jamais eu oui, de réponse, de oui, comprendre que le prix du sea market, c'est aussi le prix FOB, oui, pour, oui. pour pouvoir quand même bien comparer les choses. Oui, Ok. oui. Mais le prix du Sea Market, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Bon, ça sera quelque part dans les alentours de, je ne sais pas, 110 ou quelque chose, je ne sais pas. Parce que pour nous, ça m'intéresse pas du tout. Ça ne joue pas. Ouais. Non, 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 ouais. Oui, si on achète, on a acheté cette semaine en Colombie. Bon, ça ne sert à rien de savoir le prix du sea market parce que ça n'a pas d'influence sur notre prix d'achat. Oui, c'est ça. Le café de spécialité sort de la bourse, en fait, pour plein de Absolument. bonnes raisons, Oui, évidemment. oui. Je vois que l'heure tourne. On n'arrivera jamais au bout de toutes les questions que je voulais poser, mais c'est super intéressant. Euh, j'ai peut-être une question un peu aussi toujours aux origines, en fait. Euh, bon, peut-être qu'on va pas rentrer dans vraiment la vaste question des labels bio, des labels équitable, etc. Parce que c'est vraiment une question qui mériterait peut-être une heure complète. Mais peut-être qu'on peut en parler un peu dans le sens où on va quand même en parler un peu. Peut-être basé sur ton expérience parce que voilà, Or, pour moi, à ma connaissance, c'est une des seules torréfactions qui torréfie du café bio de spécialité. Donc, de mon expérience, et là, ça n'engage que moi, mais de mon expérience, en général, le café bio est du café de commodité. C'est rarement du café de qualité. Il y a plutôt l'obsession des labels. Mm. Est-ce que le marché du spécialité est vraiment en shift par rapport à la labellisation bio? Est-ce que c'est quelque chose de plus en plus de producteurs essayent de faire? Et ça, c'est une première question. Est-ce qu'il y a un shift au niveau spécialité? Et deuxième question, même chose. Est-ce que quand un producteur ou une coopérative paye un label comme le label bio, est-ce qu'il le paye en dollars ou en monnaie locale? C'est peut-être OK. trop technique, mais c'est une vraie Oui. question que je me pose. OK. Donc, la première question, donc c'est vrai qu'on a des cafés bio, mais je dois être honnête, quand même, la plus grande partie des cafés que nous on a, ils sont cultivés organiques, biologiques, mais ils n'ont pas le label, hein. Donc, mais il y en a. Et là, par exemple, il y a un cas dont je suis très fière. C'est très difficile de trouver des cafés organiques du Brésil, hein. Et donc, la famille avec qui on travaille depuis, il faut que je regarde en détail, mais je ne sais plus, 2009 ou 2010, on a commencé à travailler avec eux. C'est une famille, la famille Dutra, qui se trouve au Brésil. Euh, Avec eux, on a vraiment vu, c'est un super bel exemple d'une relation directe parce que on a eu une croissance des deux côtés, tu vois. Donc, eux, bon, ils viennent ici, nous, on va là-bas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Et on a commencé à travailler, à parler sur est-ce que c'est possible de travailler organique. Je me souviens qu'il y a 6, 7 ans,
beaucoup de producteurs étaient convaincus que c'était pas possible. C'était non, non, c'est pas faisable, c'est pas possible. Mais quand même, petit à petit, il y en a beaucoup qui ont commencé, qui commencent à essayer de travailler de façon organique. Et donc, il y a 4 ans qu'ils ont décidé de une partie de leur plantation de le faire 100% organique. Puis ils ont été Ah, ça met 3 ans pour avoir le label oui, officiel voilà. en Europe, en tout D'abord, cas, oui. c'était pour les États-Unis et maintenant, la première année en Belgique, allez, en Europe, hein, ils ont aussi le label bio. Donc, là, je trouve que oui, c'est chouette de voir cette évolution et de voir que des deux côtés, euh, quand eux, ils sont du côté de l'acheteur, qu'il y a cet intérêt et qu'il y a ce volontiers et voilà, que ça peut Et vous- fonctionner. Ouais. ah oui, et au niveau du label, on paye ça en même chose en dollars ou en réal ou quel est l'impact? Parce que j'imagine que ça a un gros impact si on achète 3000 $, j'en sais, je raconte n'importe quoi, mais un label ou que c'est en réal et plutôt par rapport à la réalité financière du pays. Est-ce que tu sais ça? Un En, producteur? euh, j'ai aucune idée. Si Non. c'est en dollars ou je ne sais pas du tout. Je sais que c'est par volume, hein, donc de plus que Ouais, ouais. Euh, parce que ouais, parfois ça coince un peu parce que ouais, je me souviens par exemple l'année passée du Pérou quand un producteur ils ont comment dire ils ont acheté ou booké le label pour volume X, ils peuvent pas le dépasser. Donc s'ils ont atteint ce niveau, évidemment, le reste du café, il est aussi biologique, il est Ouais, aussi ouais. organique, mais puis ils ont leur quota, ils l'ont utilisé. Et puis voilà, le reste du café, tu peux l'acheter aussi, mais il n'aura plus le label. Donc ça, c'est un peu, Ouais. ouais, c'est un peu. Ok. Ça pose quand Mais, même des questions mais sur le donc, fonctionnement ouais, mais je un sais peu pas si bizarre. c'est en argent local ou monnaie locale, je ne sais pas. Mais ouais, c'est par Ok, poids. Ouais, ok. ouais. Euh, Moi, j'ai une question un peu sur le point de vue du consommateur aussi, parce que voilà, le marketing est très féroce, on va dire, en ce moment, je trouve, dans le secteur du café grand public, où on réutilise beaucoup de wording du café de spécialité. On donne accès à des photos d'une coopérative, alors que le prix est complètement délirant, très très bas en magasin. Et donc, moi, je me pose aussi une question c'est une question peut-être un peu compliquée, mais quand on achète spécialité, on achète beaucoup plus cher. Donc, on sait que l'argent va bénéficier aux producteurs sur plein de niveaux différents, que ce soit au niveau de l'investissement en équipement, de la santé pour la famille ou les producteurs, la rémunération et ce genre de choses. Mais quand c'est pas le cas, bah, on est alors sur des labellisations plutôt liées à une industrie en crise, café de commodité. Mais est-ce qu'il y a des bonnes actions ou est-ce que c'est toujours un peu compliqué finalement d'avoir des fondations, des ONG qui font des choses mais qui imposent aux producteurs de faire des choses? Je ne sais pas si est-ce que tu as une opinion là-dessus ou est-ce que c'est un peu encore un sujet tabou et très délicat aussi à aborder, mais parce que souvent on a ce côté charité en fait, hein, quand on achète du Mhm. café, on va voir un label, on se dit ah c'est génial, il y a une fondation, une association qui fait un hôpital ou une école et donc moi je me dis toujours bon peut-être que c'est bien en fait c'est mieux que rien en tout cas. Ouais, Mais est-ce que c'est chouette malgré tout pour un producteur qu'on l'impose de faire une école ou ouais, un ouais. hôpital, j'en sais rien. Honnêtement, mais bon, c'est mon opinion super personnelle. Mais moi, personnellement, je ne crois plus dans ce genre de projet. Malgré le fait qu'ils sont toujours, c'est pour les bonnes intentions qu'ils ont été inventés, toujours, hein. Mais moi, je suis convaincue que il faut essayer de travailler d'une façon de égalité et pas Oui. Et pas charité. de charité. Ouais. Oui. Est- Ouais. Je pense Est-ce que ça que veut dire que... Ah oui, pardon, non, non, dis-moi. non. Vas-y, vas-y. Je pense. Mais, ah oui, non, non, vas-y. Non, je pense mais c'est partout dans le monde entier, c'est la même chose. C'est ici la même chose quand on peut, avec quelqu'un avec qui tu travailles
Et des deux côtés, tu peux bénéficier et tu es proud sur ce que tu fais, de ton travail, de ton boulot, aussi d'un producteur quand euh, des producteurs ça semble très simple, mais quand j'amène simplement un petit sac, le sachet que tu as avec toi là, quand j'amène ça l'année prochaine chez le producteur et ils voient leur produit, leur nom sur le sachet, ça donne Fierté, une ouais, ouais. fierté sur le produit. Et je suis convaincue, de plus que tu peux connecter et parler de la même façon et de la même langue et essayer que l'un comprend exactement la vie de l'autre dans le café, ça marche bien. Et donc, je suis convaincue qu'il est important de travailler d'une façon égale et comme deux entrepreneurs, mais Mm. pas de... Oui, ça me fait penser un peu à l'époque, il y a 30, 40 ans, la façon, oui, que nous, on regardait l'autre côté du monde. Et Ouais, donc, ouais. ouais. Mais bon, c'est Non, mon mais opinion à moi. ok. Et c'est Moi, toujours délicat. Et donc, voilà. c'est toujours délicat, effectivement, mais bon, ce sont des mots lourds de sens que je vais dire, mais j'entends et je vois et je pense que de plus en plus, on parle de décoloniser le business model du café, qui est vraiment lié aux colonies et à l'oppression, en fait, dès le début que le café a été planté et cultivé, Ouais, quand il est sorti, on va dire, de la région de l'Éthiopie et du Yémen, ça a été vraiment une ouais, histoire très compliquée dès le début. ouais. Donc, ça fait sens, mais ça m'amène à une autre question. Ici, on a le nom d'un producteur, effectivement. Donc, on a Fernando Cordero au Costa Rica, mais c'est pas toujours évident pour tous les cafés d'avoir le nom du producteur. Non. Alors, mon autre question, c'est en tant qu'acheteur, consommateur, quand on voit le nom d'une coopérative, est-ce que ça veut dire yes, c'est bon, il y a la coopérative, l'argent va au producteur, ou si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut savoir en fait, ou c'est très compliqué? C'est très compliqué et d'ailleurs, même si tu voudrais avoir ça comme résultat, c'est pas toujours possible. Parce que, de nouveau, ça dépend de la politique du pays aussi. Par exemple, au Rwanda, il y a des minimum et maximum. Donc, pendant la cueillette, il y a en fait l'office, le NAEP, ça s'appelle, c'est l'Office national du café, hein, qui va donner un prix minimum et maximum qui doit être payé aux gens qui font la cueillette, hein. Ok, Donc, même si moi je dirais, OK, je veux payer les personnes qui vont faire le travail, je veux qu'ils soient payés le double, c'est pas permis, hein. Et en fait, c'est pour des raisons parce que sinon, ils vont créer la concurrence entre les stations de lavage dans une certaine région. Donc, c'est en fait pour régler ok. un Pour peu protéger, ouais. ouais, ouais. Mais tu posais encore une autre question au niveau des coopératives. Oui, c'est vrai que tu peux pas toujours, par exemple, l'Éthiopie. Euh, c'est presque toujours les producteurs, ils sont super petits. Voilà. Oui. Donc, ouais, ils sont Pour super un peu petits télé-shopping. et c'est souvent une station de lavage où il y a 300, 400, parfois 1000, 1500 petits producteurs, petites familles allez, qui font le boulot en fait et qui puis amènent leurs cerises à la station de lavage. Et donc nous, on peut pas, dans ce cas-là, on peut pas acheter chez le petit producteur parce que lui, peut-être parfois il n'a qu'un sac, hein, donc ça Ouais, va pas. ouais. Donc là, on achète du gars du station de lavage. Ouais. Donc Ok. c'est pas évident d'être super transparent, même si tu veux. Bon, tu dépends quand même de la structure du pays. Ouais, ouais. Ouais. Mais donc c'est difficile, on est d'accord que pour un consommateur, il n'y a pas vraiment de solution réelle pour savoir si finalement il achète un café qui fait du bien ou pas. Je parle pas du specialty parce qu'il y a un rapport de confiance où on se dit que le boulot est bien fait, mais quand je parle de marketing très puissant, de plus en plus,
je vois maintenant au supermarché des paquets très bien marketés, très bright, des notes aromatiques, le nom du pays d'origine, et puis le prix est le même que les ugly packaging de nos grands-parents à côté sur Oui, le rayon. Et c'est fou parce que les gens sont très confus, donc ils ne pensent pas à regarder le prix et à se dire, bon, ça ne veut pas dire qu'on parce qu'on paye cher, on fait du bien, mais c'est parfois un indicateur, en tout cas si le prix est trop bas, finalement de dire c'est plus du packaging que de l'activisme, oui, on va dire, oui. dans un certain sens. Évidemment, mais là, peut-être je suis aussi, on peut se battre contre tout ça, mais je pense qu'on doit utiliser ça plutôt comme aide. Et je vais faire la comparaison avec à l'époque quand on commençait à démarrer des coffee shops ici en Europe. C'était super nouveau, c'était très nouveau. Et puis, les seuls coffee shops que les gens connaissaient, c'était Starbucks. Bon, hein, je pense que tout le monde sait que un coffee shop d'un café de spécialité, c'est quand même très différent d'un café chez Starbucks. Mais en ce moment-là, finalement, Starbucks nous a aidés aussi à ce moment pour simplement montrer aux gens que le café, ça peut être différent, ça peut être autre chose qu'à l'époque chez toi à la maison. Et puis, c'est à nous de faire la différence et de montrer et d'en parler comme on fait en ce moment ici. Donc, je ne sais pas si ça aide de se battre. Peut-être on doit regarder différemment et le voir comme oui, support pour. Oui, oui, c'est ça, plus de visibilité finalement dans des secteurs dans lesquels il n'y en a pas du tout à Oui, la base. Et c'est vrai, je trouve ça super de dire ça parce que moi-même finalement, Starbucks a été un de mes premiers questionnements sur le café, différent de ce que j'avais de mes grands-parents en fait, hein. Donc, oui, je oui, pense que le fast-food du café et ont un rôle à jouer aussi pour amener les consommateurs vers autre chose. Mais c'est vrai que c'est parfois parce qu'au travers des coffee tours, etc., on parle de ces sujets et j'ai souvent des gens qui sont très confus par rapport à ce qu'ils trouvent, ne sachant pas quelle information peut confirmer si c'est ce qui doit être oui, bon ou pas. Et c'est vrai que pour ça, malheureusement, il faut être dans un rapport de confiance, lire les informations oui, et oui. aller un peu plus loin. Ouais. Je pense que, Euh, encore une chose que je veux dire là, je pense que comme consommateur, il faudra plus poser les questions parce que je trouve que c'est très peu qu'on reçoit des questions très concrètes des consommateurs. Chez nous, par exemple, à la torréfaction, et j'aime bien quand il y a des gens qui m'envoient un message pour demander, ah, écoute, j'ai acheté ce café-là et en fait, je veux savoir exactement, je veux avoir plus d'informations. Je trouve ça, c'est très peu qu'on a ce genre de questions. Et je c'est pense vrai. que qu'il est important. Et si ton torréfacteur ne sait pas te répondre, ben, peut-être là, il faut se poser des questions. Oui, Ok. oui. On va gentiment arriver au bout de cette heure passée ensemble. Mais j'ai peut-être une dernière question qui est un petit peu récurrente. C'est quel est le meilleur café au monde pour toi? Oh, le meilleur café. Mais moi, je trouve toujours que le café, c'est aussi, c'est beaucoup d'émotions. Et j'ai quand même eu des cas où tu es dans le setting parfait avec quelqu'un, il y a l'ambiance parfaite. Et souvent, le café que tu as eu en ce moment-là, ben, il sera beaucoup meilleur. Et quand tu amènes ce café chez toi à la maison ou dans un autre setting, souvent tu es déçu après parce que dans ta tête, tu disais, Je ah, vois. ce café, il est super. Et puis après, oui, c'est bien, mais c'est plus la même chose. Donc, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans le café. Mais qu'est-ce qui est le meilleur café techniquement? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que l'Éthiopie, c'était un peu mal choisi de ma part comme pays parce que je trouve quand je vois comment ils font le travail en Éthiopie, comparé avec d'autres pays, l'Éthiopie peut se permettre beaucoup parce que les cafés, ils sont toujours quand tu as un table de cupping et il y a des Éthiopies entre les autres cafés, ils sortent tout de suite de la table. Et donc, oui, ils ont cet avantage. Donc, je vois d'autres pays où ils font beaucoup de boulot pour essayer d'atteindre un autre niveau de café. Mais ouais, c'est difficile de battre l'Éthiopie.
en origine. Ouais, C'est un peu la terre-mère de l'Arabica, donc les ouais, conditions aussi sont plus sauvages, le ouais, sol est très diversifié, donc c'est probablement, ouais, ça fait probablement ouais, du sens. ouais. Ok, quelle est l'actualité pour l'instant de Or? Est-ce qu'il y a des choses, bon, je sais que la situation avec l'Horeca est très compliquée, mais est-ce qu'il y a des choses à annoncer, des prochains cafés qui arrivent, des origines, quelque chose que tu veux ajouter? Des origines, on ne change pas d'origine, donc on a 8 pays qu'on fait en direct, et puis il y a 2 pays qu'on ne fait pas en direct, c'est le Kenya et le Guatemala. On ne fait pas nous-mêmes, donc c'est par un importateur. Les autres 8, cette année-ci, on a décidé qu'on va rester avec les 8 là parce que bon, c'est quand même une année spéciale. Euh, voilà, donc oui, là, il n'y a pas grand-chose qui va se changer. Peut-être, si tu me poses la question, ce que j'aimerais bien voir dans le café de spécialité dans le futur, c'est démocratiser le café. Là, je trouve que de plus en plus, ça me gêne un peu que quand on regarde le café de spécialité, depuis 10 ans, ça reste toujours quand même un produit pour un certain groupe Hmm. dans notre, allez, dans notre, comment dire, maatschappij, Dans la société, ouais, ouais. dans la société, voilà. Et là, je trouve, ouais, ça, à mon avis, là, il y a encore du boulot à faire parce que finalement, le café, c'est le boisson le plus bu dans le monde après l'eau. C'est un produit qui est cultivé de l'autre côté du monde. Ça doit être accessible à beaucoup plus de gens. Et donc, je trouve que tout le monde doit avoir accès à un bon café. Et je pense qu'on doit sortir. Donc, les coffee shops, c'est super, mais il faudra que ça doit être possible d'avoir un café agréable, peut-être pas de 90 points, c'est pas nécessaire, mais un café agréable d'une qualité, d'une bonne qualité, dans beaucoup plus d'endroits. Ouais, Hmm. ouais. Mais est-ce que ça passe par le prix quand tu dis démocratiser ou c'est plutôt le prêcher la bonne nouvelle du café de spécialité et faire prendre conscience aux gens qu'on ne paye pas assez en fait pour Ouais, du café? pour plusieurs choses, mais je pense aussi que, bon, en général, les coffee shops, c'est souvent encore des endroits hip et trendy et focusés. Ce qui me gêne aussi, c'est un monde très blanc, le monde des coffee shops. Hmm. Et c'est quand même bizarre que c'est un produit qui est très Dans le monde mondial. entier, ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais quand tu entres dans presque tous les coffee shops, tu vois pas de couleur. Et ça me gêne. Ouais. Mais donc ça voudrait dire que c'est plutôt retrouver du café dans toute la restauration, en fait, tous les types de restaurants et que les gens aient plus conscience finalement du lien qu'ils peuvent avoir avec le café ou non, mais de l'excellence qu'on peut faire dans la qualité et monter un peu en grade, quoi. Ouais, ouais. C'était Je plus. pense que là, on doit, nous, comme communauté de café de spécialité, on doit beaucoup plus se battre, pas contre l'un contre l'autre, parce que je pense pas qu'un autre torréfacteur de café de spécialité, c'est un compétiteur. Pas du tout. Hmm, La hmm. compétition, c'est des torréfacteurs industriels qui vendent leur café souvent au même prix, parce que c'est pas toujours Oui, bon je marché, sais. Oui, oui, c'est pour un dingue. café avec un contenu qui est cheaté, hein. Et donc Hmm, là, c'est la compétition pour moi. hmm. Ok, cool. Ben, Catherine, merci infiniment pour ce direct. Euh, ben voilà, je vais te souhaiter une bonne soirée. On va arrêter ici. Et en tout cas, la semaine prochaine, même heure, je recevrai Jordan Crosswaite, qui travaille pour Nordic Approach aux États-Unis. Donc, on s'est beaucoup croisés quand j'habitais à New York. Et donc, là, il est trader sourceur indépendant. Il bosse beaucoup avec la Colombie et il va nous expliquer un peu tout ce qu'il fait. Ça sera une session qui sera en anglais vu qu'il ne parle pas du tout français. Mhm. Euh, mais voilà, ça sera assez intéressant. Et je vois que Lynn, qui est là de Falcon Coffee, nous rejoindra en janvier. Mais je publierai la programmation qui est complète jusqu'à mi-janvier. Donc voilà.
Super, ok. Euh, Merci à toi et j'espère que malgré le fait que je suis pas francophone, ah ben non, euh, même, que non, c'était c'était super. Merci, merci bien. pour l'effort. En tout cas, tout était très clair. Donc voilà. Ok, super. Ok, Eh ben, merci et merci à merci tout à le toi. monde. Bonne soirée. Ouais. Ciao, 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 Catherine. bye. Alors voilà, ben donc ce direct est terminé. Vous pouvez aussi toujours suivre l'actualité. Les coffee tours sont toujours en stand-by, mais je suis occupé à faire des formations en distanciel sur Eventbrite. Et je donne une première formation vendredi de 11 heures à 13 heures qui est gratuite. Donc allez voir mon Eventbrite OK Coffee Tips. Vous pouvez vous inscrire, il reste encore quelques places pour ce vendredi 11 heures 13 heures en distanciel. Et les épisodes sont repostés sur Instagram Live et sur la chaîne YouTube qui va vous réserver des petites surprises pour 2000.